Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. On va parler carburant, on va parler budget, mais juste un mot pour commencer avec la victoire de l'équipe de France de foot hier soir face au Sénégal. On sait que vous êtes fan de voile, vous êtes fan de foot aussi, Oui. vous avez regardé le match où ? Oui, je me suis débrouillé entre deux séances sur l'autonomie de la Corse pour regarder au moins la première mi-temps et suivre... Qui n'était peut-être pas la meilleure, mais... Non, mais après j'ai suivi d'un œil attentif la deuxième et donc l'équipe de France a bien gagné avec 2 buts d'Mbappé, j'en suis ravi. Mais il ne faut pas oublier, entre-temps, les conditions d'accueil et de discrimination faites aux États-Unis par rapport à des équipes, des joueurs, etc. Et la France devrait protester vivement dès que ça se déroule. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas très footeux, mais en revanche, il a un maillot de foot floqué Mélenchon 27. Alors, il est fabriqué en Pologne. Vous savez, il est fabriqué en Pologne, pas en France. Oui, il est fabriqué dans l'Union européenne. Vous savez très bien que le textile, c'est pas très très simple. Moi, c'est dans l'Union européenne. Mais vous savez, c'est venu spontanément, en fait, cette histoire. C'est-à-dire, le soir de la victoire du Paris Saint-Germain, il y a eu des personnes manifestement proches de nous qui ont mis des maillots Mélenchon. Voilà, c'est comme ça souvent chez nous. Ça vient directement de ceux qui nous soutiennent. Et après, on reprend les bonnes idées. Ça en a été une. Et ça se vend bien ? Je crois qu'ils sont encore bloqués, mais ça va bien se vendre, vous allez voir, ça va partir comme des petits pas. J'espère qu'on va les mettre très nombreux le jour de la finale pour fêter la victoire de l'équipe de France. Ça sera de bon augure pour les présidentielles pour nous. Ce soir, Donald Trump est invité à dîner au château de Versailles. Ce n'est pas un dîner de gala, mais un dîner de travail. Ça, c'est ce que dit l'Élysée. Est-ce que ça vous choque, ce dîner ? Ce qui me choque, d'abord, c'est le G7. Voilà, pour nous, c'est une instance oligarchique qui n'a pas d'appui juridique. Qui, en plus, dans une période où Donald Trump remet sans arrêt en question l'ONU, qui doit être sacralisée comme l'instance de la représentation de tous les pays du monde. Donc c'est d'abord le G7 dans un moment quand même un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir Trump qui a enfreint le droit international avec M. Netanyahou dans la guerre déclenchée. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter, mais enfin, on sort de cette période, une période de tension avec les Européens, de mots pas aimables avec Emmanuel Macron dans l'année G7, et puis on fait comme si rien n'était, comme si on continuait à être alliés, et en plus, on essaye surtout de ne pas le gêner, de ne pas le choquer. La dernière réunion sur le climat, j'ai vu que les ministres réunis n'avaient pas parlé du climat, parce que ça dérangerait peut-être M. Trump. Donc, si je vous comprends bien, ce n'est pas tant le lieu, parce que le lieu, le lieu, on rajoute. On a peut-être besoin en plus d'en rajouter. Mais le traité des 250 ans de l'indépendance des États-Unis a été signé à Versailles, et donc il s'agit aussi de célébrer ce traité à travers ce lieu. Oui, mais enfin, c'est un symbole. Le message qu'entend Trump, c'est je peux taper autant que je veux sur la France, être méprisante, vis-à-vis dénoncer des alliances avec les Européens, et on m'accueille toujours avec plus de face, donc pourquoi ne pas continuer ? Sauf que ça, c'est la diplomatie. Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il reste un incontournable. La diplomatie, c'est pas les courbettes. Jamais. Il fait des courbettes, Emmanuel Macron ? Je pense que la France fait trop de courbettes par rapport aux États-Unis, ne serait-ce que de considérer, ce que dit M. Trump lui-même, c'est que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, dans leur politique très agressive, très impérialiste, ne sont plus des alliés comme ils ont pu l'être auparavant. Donc ça devrait être marqué autrement que par un accueil au château de Versailles. Avant ce dîner, il y a ce rendez-vous à 10h. Ça va se passer à l'Assemblée nationale. Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, est auditionné par la Commission des finances dont vous êtes le président. Vous attendez quoi de cette audition ? Des éclaircissements, parce que à quoi assistons ? On a eu une crise économique déclenchée par la guerre, notamment avec le prix des carburants. Les Français en ont tous pâti, la collectivité en a pâti, ça a coûté de l'argent à tout le monde. Total Énergie a plafonné ses prix. Voilà, attendez, je vais venir. On pense que c'est 6 milliards de coûts pour l'État. Et pendant ce temps-là, Total a affiché des bénéfices au premier trimestre de 5 milliards, plus 51% par rapport à l'an dernier. Autrement dit, ils ont profité de la crise. Ça paraît un peu paradoxal. Donc, mais ils ont plafonné aussi, c'est revenu dans la main du consommateur. Bien sûr, ils ont plafonné les prix au niveau de la pompe à un peu plus de 2 euros, ce qui leur a permis d'ailleurs de prendre des parts de marché sur les autres distributeurs. Ce qu'il fallait faire, et ce qui d'ailleurs pourrait être encore fait pour très vite revenir à 1,70 €, qui était le prix avant-guerre, c'est ce que nous avons dit, bloquer les prix et faire en sorte que la marge soit prise sur les raffineurs, c'est-à-dire sur Total, et non pas la distribution, où il y a très peu de marge en réalité. C'est toujours d'actualité.
Puis l'autre question qui se pose, c'est les impôts payés en francs par Total qui sont quasiment égaux à zéro, ce qui est un autre problème. Donc, vous dites blocage des prix. Or, on voit qu'en ce moment, le prix à la pompe, il atteint aujourd'hui son plus bas niveau depuis mars, que le prix du baril de pétrole est lui aussi en forte baisse. Hier, le ministre de l'économie, Roland Lescure, s'est voulu rassurant. Il a dit les aides vont être maintenues. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un retour progressif à la normale de ces fameux prix à la pompe ? Vous avez remarqué une chose, c'est que les prix du baril baissent alors que le détroit d'Ormuz, théoriquement, est encore bloqué. Donc on voit bien que c'est moins un problème d'approvisionnement que beaucoup de spéculations des compagnies pétrolières sur la situation qui explique l'augmentation des prix. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'aujourd'hui, ça a un coût, le prix du carburant. Il est encore très cher. Donc pour, améliorer la situation très vite, la meilleure manière pour Total de cotiser à l'effort national, ça serait de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire de revenir tout de suite à 1,70, puisque le cours est un peu pris de baisse du carburant. Et ça serait une façon, de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Je crois que ça serait bénéfique pour tout le monde. Et un peu moins pour les actionnaires Total, mais ça va, ils ont largement gagné de l'argent depuis un an. Vous demandez aussi un projet de loi de finances rectificatif, alors à la fois sur le coût budgétaire de la guerre, effectivement, qui a été évalué à environ 6 milliards, mais aussi pour un financement de la justice, pour la protection de l'enfance. Oui, alors je fais une proposition, c'est que déjà, il y a eu un coût de 6 milliards, donc il y a 4 milliards d'annonces d'annulation de crédit. Vraisemblablement, le 30 juin, on a un nouveau comité d'alerte, on va certainement tutoyer les 10 milliards. Moi, je pense qu'on doit pouvoir discuter à l'Assemblée de la manière dont on comble ce déficit, par exemple avec des nouvelles recettes, pas seulement des annulations de crédit. Donc ça, c'est un point. Et se rajoute effectivement ce qui a été révélé par l'affaire Liana, c'est-à-dire un manque de moyens considérable pour la protection de l'enfance. Et de ce point de vue-là, pourquoi ne fait-on pas ce qu'on a fait pour le Covid ? Quand il y a eu le Covid, on n'a pas attendu un budget 6 mois de plus pour commencer à entraîner des moyens. Alors, ce n'est pas tous les moyens qu'on pourrait mettre déjà sur la table, mais par exemple, je fais une proposition. Dans ce projet de loi de finances rectificative, on pourrait mettre les moyens pour ne serait-ce qu'être au niveau de l'Union européenne, de la moyenne de l'Union européenne dans les magistrats. C'est à peu près 10 000 personnes, c'est 700 millions d'euros. Si vous rajoutez des EPJ, du matériel, je pense qu'un plan avec 1 milliard d'euros serait bénéfique, ce qui n'empêchera pas de l'augmenter par la suite. Alors, je vais encore vous parler gros sous, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est la Banque de France qui abaisse fortement sa prévision de croissance pour 2026. Donc, sans mesures supplémentaires, c'est ce que dit l'institution, eh bien, il y aura un déficit qui va repartir à la hausse à 5,2% contre une cible qui était de 5% cette année. Donc, vous dites... Il faut dépenser plus, mais là, la Banque de France nous dit qu'au contraire, il faut réduire la voilure. Oui, alors, ça montre une chose, c'est que cette politique, elle échoue. Parce que, qu'est-ce qu'on fait depuis des années ? On baisse les dépenses publiques, on baisse les recettes, c'est-à-dire qu'on arrête de taxer notamment les plus riches, et le bilan, c'est qu'en plus de ça, les déficits explosent. Donc, il faut faire tout à fait l'inverse. Il faut arrêter de baisser les dépenses publiques, tout simplement parce que quand vous baissez les dépenses publiques, il y a moins de besoins qui sont, accomplis pour les Français, mais il y a aussi un effet sur l'économie qui est un mauvais effet. Et puis par contre, il faut aller chercher l'argent là où là, c'est-à-dire les cadeaux fiscaux qui ont été faits par M. Macron depuis 2017, qui atteignent environ 100 milliards d'euros. Je pense que ça serait une politique bien préférable. Mais du coup, pourquoi viser spécifiquement la justice, la protection de l'enfance ? Et les hôpitaux, il n'y a pas une urgence ? L'éducation, il n'y a pas une urgence ? Vous avez bien fait de le dire, mais dans le prochain budget, nous allons proposer, notamment dans la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, de commencer par répondre aux besoins des Français. Vous avez parlé de la santé, je pourrais parler de la souveraineté numérique, je pourrais parler de la réindustrialisation. Il y a besoin de mettre le paquet. Mais là, on a une urgence quand même. Je constate une chose, M. Darmanin a dit qu'il y a 70 000 dossiers en attente. Alors il a dit, hop, comme ça, on doit les résoudre. D'ici à la mi-juillet. Voilà. En tout cas, pas les résoudre, mais les étudier pour voir s'il n'y a pas des failles. On sait que vu le nombre de magistrats existants, le nombre de juges, ça veut dire que chacun l'examinerait en quelques secondes, ce qui serait l'inverse de les faire chercher. Si on a cette urgence aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on attendrait 6 mois, c'est-à-dire la prochaine loi de finances que propose Mme Bréjon, pour dès maintenant engager des finances. Sauf qu'il faut former ces personnes. Donc gagnons 6 mois. Et il y a eu faisons 1500 magistrats en plus, création de 1500 postes de magistrats en plus, de greffiers aussi. Par rapport à la moyenne européenne, il nous en manque 10 000, donc on est très en deçà de ce qu'il faut faire. Alors vous parlez du prochain budget, parce qu'il est déjà aussi dans toutes les têtes. Ça va se poser à l'automne, sauf que la situation politique, elle n'a pas changé, il n'y a toujours pas de majorité. Vous dites quoi ? C'est mission impossible à quelques mois d'une présidentielle? Au gouvernement, je le pense. Alors il va essayer de passer en force, peut-être avec ordonnance. Je lui déconseille, mais bon, je pense que ça ira vers la censure. Et puis surtout, il nous imposerait le budget qu'il ne faut pas, c'est-à-dire une fois de plus, qui prendrait
sur les dépenses et puis qui laisserait tranquille tous ceux qui, aujourd'hui, pourraient facilement apporter leur écho à l'effort du pays. Donc moi, ce que je crois, c'est que le gouvernement ferait bien, quelque part, de dire tout ça va être réglé à la présidentielle. Faisons une loi spéciale qui dure quelques mois. Alors là, vous êtes d'accord avec les socialistes, Non, Philippe c'est Brun. M. Brun qui est d'accord avec moi. Philippe Brun, Mais vous ne nous écoutez pas assez. Donc une loi spéciale, c'est ça qui permettrait de vivre sous un régime de loi spéciale pendant 6 mois. Je serais assez pour cette situation. En plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut faire des lois spécifiques fiscales qui permettraient, par exemple, d'apporter des recettes en plus. Et je pense que ça serait mieux comme compromis, entre guillemets, que de passer en force sur un budget de coupe budgétaire comme c'est prévu par le gouvernement. Mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas leur objectif. Il y a une autre option qui est sur la table, celle posée par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit il faut poser un 49.3. Oui, mais s'il y a un 49.3, il y aura une censure derrière. Et là c'est le pari du gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, le Parti socialiste lui sauvera la mise? À quelques mois des élections, même s'ils en avaient envie, je doute qu'ils le fassent. Donc, François Hollande est plutôt d'accord sur ce 49.3. Oui, écoutez, François Hollande ne représente pas tout le groupe socialiste, mais peut-être que le gouvernement a raison et peut compter une fois de plus sur le fait que les socialistes soutiennent au final une politique de coupe budgétaire. On verra. J'ai tendance à penser que ça va être un peu difficile et c'est pour ça que je crois qu'ils vont plutôt tenter les ordonnances, ce qui, une fois de plus, serait à la fois une entorse démocratique et ne résoudrait pas le problème qui nous est posé. Sauf que la France aurait un budget. Le gouvernement tomberait, mais la France aurait un budget. Oui, mais enfin, le problème de la France aurait un budget. Si on n'est pas un gouvernement minoritaire depuis juillet 2024 et donc des budgets minoritaires imposés par M. Macron, on serait peut-être dans une autre situation. Un tout dernier mot. Dimanche, c'est la fête de la musique. Ça doit être résolu au présidentiel avec Jean-Luc Mélenchon. Dimanche, c'est la fête de la musique. C'est aussi l'occasion pour LFI d'organiser un concert de lutte contre le racisme. Ça va se passer place de la République à Paris. Le maire socialiste de Paris-Centre, Ariel Veil, dénonce une récupération politique et redoute des violences ce soir-là. Bon, je vois pas. Vous avez vu des violences à Saint-Denis lors de notre grand meeting? Non. En plus de ça, c'est un meeting politique. Bien sûr, mais en plus de ça, là, c'est la fête de la musique aussi. Donc en plus de ça, je vais rectifier tout de suite. Je vais le rassurer s'il a besoin d'être rassuré. Mais je pense que tout ça est un peu subjectif de sa part. En fait, il y a une grande marche antiraciste appelée par Bali Bagayoko et des élus du 93 suite aux attaques racistes qu'ils avaient subies. Ça va être à 14h à Barbès-Rochoir. Et le soir, comme on l'a déjà fait, on organise un concert qui fera suite à ça dans le cadre de la fête de la musique. Donc que les édiles socialistes se calment. Et il n'y a pas que les socialistes, que le président du CRIF aussi, Ouattane Arfi, qui dit que c'est une appropriation de la place de la République, un soir de fête de la musique pour en faire une tribune politique. On va dire que le président du CRIF ne rate pas une occasion pour taper sur LFI, mais c'est une constante depuis quelque temps. Merci Éric Coquerel. Bonne journée à vous.